Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes en direct et nous sommes le mercredi 13 janvier. Comme tous les soirs, nous nous donnons 60 minutes pour essayer de mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vos réactions et vos questions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sur ce plateau sont Monsieur Larbi Hanan, vous êtes professeur d'économie à l'université Mohammed V de Rabat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nourdine Ibn Sina, vous êtes chef de division des programmes sociaux au HCP, le Haut Commissariat au Plan. Et enfin, Monsieur Touhami Abdelkhalq, Touhami c'est votre prénom, Abdelkhalq c'est votre nom, vous l'avez bien précisé, expert international, et vous êtes professeur d'économie à l'INSEA, l'Institut National de Statistique et d'Économie appliquée. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Il y en avait 8, ils ont été définis en 1990 et devaient être réalisés à l'horizon 2015. Les objectifs du millénaire qui ont été évalués il y a quelques semaines dans un rapport du Haut Commissariat au Plan. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur ce grand plan national. En quoi consistaient les objectifs du millénaire? Quel bilan peut-on faire de leur réalisation? Que reste-t-il surtout encore à faire aujourd'hui? Et quelles sont les nouvelles perspectives dressées pour les prochaines décennies? Et enfin, comment le développement humain est-il promu, calculé, évalué? Objectif du millénaire, un pari presque réussi, point d'interrogation. C'est le titre de l'émission de ce soir. Un bilan global des réalisations des objectifs du millénaire pour le développement. Pour réaliser son étude, le Haut Commissariat au Plan s'est intéressé à la période allant de 1990 à 2015. Depuis l'adoption des OMD par 193 États membres de l'ONU, le Maroc œuvre pour honorer ses engagements. 8 objectifs pour un monde meilleur. Réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Sans oublier l'amélioration de la santé maternelle, le combat contre le sida, le paludisme et les autres maladies, la mise en œuvre d'un environnement durable et enfin la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement. De 1990 à 2014, le Maroc a pratiquement mis fin à la pauvreté absolue au seuil bas et réduit dans de fortes proportions et à la pauvreté absolue au seuil élevé, mesurée toutes les deux au seuil fixé par le HCP et les institutions internationales. Quant au système éducatif, il a progressé sur le plan de l'élargissement de l'accès à la scolarisation, mais au détriment de la qualité de l'apprentissage. Des avancées capitales en faveur de l'égalité ont été également réalisées, en particulier par l'adoption de la nouvelle constitution en juillet 2011. Selon une évaluation réalisée en 2007, malgré les avancées constatées dans beaucoup de domaines, le bilan des réalisations est resté mitigé. Depuis 2000, le ministère de la Santé a adopté une série de plans d'action pour accélérer la réduction de la mortalité infanto-juvénile. Les objectifs du dernier plan d'action 2012-2016 vont au-delà de la cible de l'OMD 4. Quant au taux de mortalité maternelle, il a diminué de près de 66% en 20 ans. Un plan de communication est prévu pour sensibiliser les décideurs, les ONG et le grand public aux nouveaux engagements du Maroc pour la période post-2015. Et pour réaliser ces nouveaux objectifs, le Maroc compte sur plusieurs projets d'envergure, en l'occurrence l'initiative nationale pour le développement humain. Le but est d'accompagner le programme de l'ONU pour transformer notre monde à l'horizon 2030. Bien, messieurs, avec vous, grâce à vous, on va essayer de comprendre ce soir, bien sûr, les objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs de développement durable, essayer de faire bien sûr le lien entre le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, et bien sûr les chiffres qui sont donnés par le HCP pour essayer de mieux comprendre cette situation. Mais avant, essayons de comprendre dans quel contexte ils ont été fixés. On était en 1990. Comment et pourquoi ils ont été fixés et comment ils ont été élaborés à l'époque? C'est Abdelkhalq. Oui, il y avait une conférence internationale où le Maroc participait. Et puis, dans le contexte post-ajustement structurel dans la plupart des pays, ce qui a été constaté, c'est que des dimensions sociales et de développement ont été oubliées dans le processus de mise en place du programme d'ajustement structurel. Le Maroc en a vécu un. Et dans cette conférence, pour rattraper ces retards et ces déficits en termes de développement humain, il y avait des cibles qui ont été fixées et le Maroc
était signataire de l'atteinte de ces cibles dans l'horizon 2015. Et donc, il y avait un ensemble d'indicateurs et d'objectifs qui ont été fixés. Ils ont été, pour la première fois, chiffrés. D'abord, ils étaient au nombre de 8 et 7 parmi eux ont été chiffrés. Et les pays se sont engagés à réaliser et atteindre ces cibles, chacun selon la vitesse qu'il doit mettre au niveau national, puisque les déficits n'étaient pas les mêmes selon les pays. Et donc le Maroc s'est engagé dans ce sens-là. En 2015, les bilans sont là. Et donc le Maroc, avec le HCP, qui avait l'appareil statistique pour suivre l'évolution de ces indicateurs, avec le PNUD, regardez à chaque année où est-ce qu'on est rendu. Il y avait un rapport qui était publié pratiquement à une raison assez régulière de 3 ans pour voir où est-ce qu'on est par rapport à ces indicateurs-là. Et aujourd'hui, les chiffres montrent que globalement, au niveau national, ces chiffres ont été atteints. Ça ne veut pas dire que partout au niveau géographique, les indicateurs sont réalisés, mais au niveau national, on devrait être satisfait puisque nous avons atteint la cible sur laquelle nous nous sommes engagés lorsque... Alors justement, on va y arriver. Hein. C'est justement le HCP dans son rapport qui a été édité en décembre 2015. Sib Loussina, vous êtes chef de division des programmes sociaux au sein du Haut-Commissariat au Plan. Bon, on nous avait décrit parfaitement le contexte, hein, dans lequel ces objectifs avaient été fixés. Je ne sais pas si vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à ça et surtout nous dire, on a parlé de 8 objectifs. Oui. Hein. Ensuite, on pourra revenir en détail sur lesquels qui ont été fixés. Déjà, quels sont ces 8 objectifs ? Bien sûr, avant d'entamer les 8 objectifs fixés par les Nations Unies lors de la déclaration de millénaire en septembre 2000, je veux donner une idée sur le processus d'élaboration du rapport national sur les objectifs de millénaire pour le développement. Pour le rapport de 2015, il est donc enrichi à 2 raisons. Particulièrement, il dresse un bilan global des objectifs de millénaire pour le développement sur toute la période 1990-2015, c'est-à-dire en l'espace de 25 ans, et se base actuellement sur des données actualisées, inspirées sur soit de grandes opérations, le recensement général de la population de l'habitat 2014, soit l'enquête nationale démographique et consommation 2013-2014, soit l'enquête démographique à passage répété 2009-2010. Donc, une contribution aussi des départements ministériels concernés, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le département de l'Environnement, le département de l'Énergie, l'Habitat, y compris le ACP, vu le responsable des mesures de la pauvreté. Le Haut-Commissariat est chargé actuellement et coordonne et assure le suivi et la coordination du rapport des objectifs de millénaire pour le développement depuis 2003. Il y a le premier rapport et actuellement on a réalisé 6 rapports nationaux sur les objectifs de millénaire de développement relatifs aux années 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 et 2015. D'accord. Donc pour les objectifs, j'ai dit aussi, je peux préciser que ce rapport, c'est une contribution donc basée sur une approche participative et concertée par les départements ministériels concernés, le secteur privé, la société civile et le système des Nations Unies. Les 7 agences, quand vous parlez des objectifs, ce sont des objectifs génériques que j'imagine les Nations Unies posent à mon avis pour tous les pays, mais qui sont affinés. Tous les pays, donc tous les pays, depuis la déclaration, 145 chefs d'État ont fixé un certain nombre d'objectifs qui relèvent. Premièrement, ils relèvent premier objectif, réduire l'extrême pauvreté et la faim. Deuxième objectif, assurer l'éducation primaire pour tous. Troisième objectif, c'est promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. L'objectif 4, c'est réduire la mortalité de moins de 5 ans. L'objectif 5, c'est améliorer la santé maternelle. L'objectif 6, c'est combattre le VIH-Sida, le paludisme et les autres maladies. L'objectif 7, c'est assurer un environnement durable. Et l'objectif 3, c'est mettre en partenariat, un partenariat mondial pour le développement.
Alors, professeur, juste ainsi, professeur Hanan, par rapport à ces objectifs qui ont été fixés, on va revenir bien sûr pour savoir quels sont les secteurs qui ont connu les meilleures avancées, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais ces objectifs-là, on reviendra aussi sur parce que j'ai beaucoup de questions sur la page Facebook de l'émission, sur la manière avec laquelle on calcule l'indice de développement humain, parce que ça, c'est important de savoir comment on le fait. Ces objectifs-là, vous, en tant que professeur d'économie, ils cernent bien l'ensemble des problématiques auxquelles on est confronté, nous, Maroc, pour se dire, voilà, on va arriver à un niveau de développement qui soit acceptable, voire confortable. D'abord, je voudrais dire que durant de longues décennies, tout ce qui est social était le père Goriot de la réflexion économique et des politiques publiques. Et le Maroc, comme il a été dit, a subi la conjoncture difficile du plan d'ajustement structurel. Et dont nous souffrons actuellement des effets, notamment en matière d'éducation et de la santé. Parce que le budget social a reçu les contre-coups de ce plan qui a duré plus de 10 ans. Et à ce qu'on appelle le PASS, il faudrait un autre PASS, c'est le plan d'ajustement social. C'est le cas du Maroc à partir des années, principalement à partir des années 2000, puisque le budget de l'État lui-même est à 50% social, grosso modo. Et pratiquement 30 à 31% du budget de l'État, mal an, bon an, était consacré à l'éducation et à la santé. Maintenant, concernant ces objectifs, c'est un balisage pour l'instant à l'échelle mondiale. Peut-être, dans quelques décennies, le monde aura-t-il à fixer d'autres objectifs. Le problème, par exemple, de l'accès à l'information structurante. Le problème de l'accès à des nouvelles technologies convergentes, structurantes, telles que la biotechnologie, les nanotechnologies, la mini-électronique, la microélectronique, etc., etc. Et nous aurons également peut-être à baliser notre rapport avec la biosphère. Maintenant, on parle d'un développement durable dans le sens où nous nous développons aujourd'hui pour que nos enfants récoltent un surplus demain ou le lendemain. Mais en même temps, il faut réfléchir au développement tout en reléguant la biosphère aussi propre, aussi soutenable aux générations futures. Donc, les objectifs cadrent actuellement avec la demande sociale de la plupart des pays en développement, y compris d'ailleurs un certain nombre des pays développés. Il ne faut pas quand même oublier que même aux États-Unis, même dans certains pays industrialisés, il y a encore des poches de pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté absolue, mais c'est une pauvreté relative. Parce que pour ces pays, le minima de pauvreté est différent du minima mondial. Il y a quelques années, c'était $1 pour la pauvreté absolue par jour, puis ce sont $2, mais pour les pays avancés, c'est pratiquement $19. Vous voyez un petit peu. Donc il y a ces poches, et donc progressivement, je crois que dans quelques décennies, nous aurons à changer ou à ajouter d'autres objectifs de développement pour le prochain millénaire. Pour l'instant, nous pourrions dire que nous assistons à une transition vers le 3e millénaire. C'est-à-dire que nous sommes en train de sortir d'un siècle ou de 2 siècles de révolution industrielle à un autre siècle qui est motorisé, dynamisé par une nouvelle révolution industrielle qui a pointé à partir des années 80 et qui aura des retombées jusqu'à la fin du XXIe siècle. Alors c'est extrêmement intéressant ce que vous êtes en train de nous dire avant qu'on voit l'atteinte des objectifs qui ont été faits. Vous êtes d'accord avec ça, justement, que la dynamique finalement elle est en marche et les objectifs doivent changer. Est-ce qu'on doit attendre d'atteindre des objectifs qui étaient fixés dans un contexte particulier? Tout a bougé extrêmement vite. Les considérations par rapport au climat, on l'a bien vu avec la COP21 et la COP22 qui aura lieu à Marrakech, posent le problème de la biosphère, tel que vous l'avez noté. C'est important de remettre en question, pas de remettre en question, mais en tout cas de se dire qu'il faut fixer d'autres objectifs rapidement. Ça s'impose.
Je dirais que ça s'impose. Étant donné la dynamique des besoins, la dynamique des biens qui sont créés pour, ceci fait que certains besoins ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Certains biens qui étaient importants il y a quelques années ne le sont plus maintenant. Enfin, il y a des choses de base, hein, quel que soit. Quand on parle de d'éducation, quand on parle de santé maternelle, etc. Ce sont des choses dans certains pays, lorsque vous posez la question, est-ce que cet enfant est vacciné, on va vous regarder deux fois, puisque la question ne se pose même plus. Alors que dans d'autres pays, ça se pose. Il y a encore des enfants qui ne sont pas vaccinés dans certains pays. Lorsqu'on parle d'accès à l'électricité, maintenant il y en a qui passent de l'autre côté. Vous voyez un peu qui ne veulent plus l'électricité. C'est-à-dire que, pour dire simplement que ces objectifs qui sont maintenant, nous semblent être des objectifs, des cibles à atteindre, vont plus tard ne plus être des cibles à atteindre. Ils vont être dépassés puisqu'il y a l'évolution technologique font que ces cibles-là ont été atteintes, sont oubliées. On fixe de nouvelles cibles étant donné la dynamique du développement de l'humanité des pays. Évidemment, il faut prendre en considération les disparités qu'il y a entre différents pays pour voir est-ce que c'est réalisable ou pas, est-ce que ça a un sens ou pas. Certains objectifs n'ont pas de sens dans certains pays, mais ils sont tout à fait pertinents dans d'autres. Donc, cette dynamique, nous devons la faire, nous devons la subir et nous devons l'accompagner. Il y a une péréquation qui est déjà faite, en fonction, j'imagine, bien sûr, en fonction des différents types de pays, pour avoir des objectifs qui soient beaucoup plus, alors soit pondérés, ou soit enrichis, ou soit en fonction des zones? Non, ce que je viens de dire ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchisation des objectifs. Au contraire, nous sommes tous d'accord là-dessus. Par exemple, si vous élevez le niveau d'éducation, la qualité de l'éducation, vous aurez moins de dépenses de santé et plus de sensibilité vis-à-vis de la biosphère. Et plus un regard projeté sur l'avenir, sur le destin, sur le devenir et sur le rajeunissement de l'espoir et le rajeunissement des perspectives. Donc, il faut d'abord commencer par ces objectifs. C'est le minimum vital pour entrer dans le 21e siècle. Alors, faisons le point sur ces objectifs, avec Ibn Sina. Enfin, vous pouvez réagir, bien sûr. Et là, c'est par rapport au rapport du HCP qui a été publié. On a eu des chiffres. Alors, commençons par un des objectifs qui est réduire l'extrême pauvreté et la faim. C'est-à-dire, en gros, c'est un des premiers objectifs majeurs. Alors, où est-ce qu'on a... Est-ce que vous pouvez nous définir déjà, je suis désolé, il y a un moment, il faut peut-être définir aussi ce que c'est l'extrême pauvreté. Il y a la notion de pauvreté absolue, il y a la notion d'extrême pauvreté, il y a la notion de pauvreté. Quelqu'un de pauvre, quelqu'un d'extrêmement pauvre, c'est quoi aujourd'hui au Maroc? Oui, avant d'entamer la définition, je veux donner seulement que le terme de 2015, l'horizon 2015, c'était un temps pour dresser le bilan de la réalisation de la première phase des objectifs du millénaire par la communauté internationale. Et ça a eu vu par la réalisation de la réunion au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies en 25 septembre, depuis 25 septembre 2015. Et le Maroc s'inscrit aussi dans cette vision pour donner un bilan des réalisations des objectifs du millénaire pour le développement, suite, bien sûr, à le message royal de septembre 2010 à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les OMD, les objectifs du millénaire, pour procéder à l'évaluation des acquis et doit consolider ces acquis et doit valoriser les défis donc, et relever certains regards sur le retard, soit le retard des objectifs de millénaire pour avancer ces agendas et mettre en cohérence avec les agendas internationaux de développement. Donc un certain nombre durant 2015, un certain nombre de consultations nationales a été donc réalisé surtout par le ministère de la Gouvernance en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement de collecter un certain nombre de priorités, d'émergence d'un certain nombre de besoins pour la société marocaine et d'essayer donc de classer ces priorités selon les groupes vulnérables, selon avec aussi l'effort du Haut Commissariat au Plan sur les ateliers régionaux
tels que par donc les 4 régions, ainsi que l'initiative, l'expérience de Meknes en 2010, a essayé donc de collecter un certain nombre de spécificités, même régionales, au niveau régional, pour monter et de consolider ou bien collecter un certain nombre de priorités au niveau national. Donc, nous sommes pour les 17 objectifs, pour la deuxième phase des objectifs de développement durable, les ODD, mais il faut qu'on doit tenir compte des spécificités de notre pays. Ça, c'est normal. Alors, je vous pose une question sur le premier objectif qui était réduire l'extrême pauvreté à la fin. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vous pose une question toute simple pour qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'être aujourd'hui pauvre, extrêmement pauvre. Et on parle de pauvreté absolue, de taux de pauvreté absolu, qu'on comprenne, parce que quelqu'un de pauvre... Il faut expliquer ça, et c'est normal. Lorsqu'on parle de cette pauvreté, il s'agit de ce que l'on appelle une pauvreté monétaire, c'est-à-dire basée sur un seul indicateur, qui est, dans les pays en développement, cet indicateur, c'est la dépense. C'est la dépense, généralement la dépense par tête. Donc on prend la dépense d'un ménage sur une année, l'année de l'enquête, et on la divise par la taille, le nombre d'individus qu'il y a dans ce ménage, on obtient un chiffre. Ce chiffre est comparé à un seuil, à plusieurs seuils en fait. Lorsqu'on regarde d'abord la pauvreté alimentaire, est-ce qu'il y a un seuil de pauvreté alimentaire qui nous définit, est-ce qu'il y a une pauvreté que les gens n'arrivent pas à manger? Ça, c'est une première. Ensuite, il y a un seuil de pauvreté absolue qui est une norme fixée à $1 par jour par personne. Parfois, c'est $1,25 selon les chiffres. Et puis, il y a un seuil de pauvreté qui est calculé au niveau de chaque pays, qui lui définit la pauvreté. Par exemple, pour le cas du Maroc, le seuil de pauvreté utilisé pour parler d'un ménage ou d'une personne pauvre, c'est un seuil qui a été calculé au niveau du HCP, étant donné un panier de biens consommés au Maroc. Et c'est ce seuil-là qui nous permet de dire qu'un ménage est pauvre, et donc toutes les personnes qui habitent dans ce ménage sont pauvres. Je dois dire que pour cet indicateur, lorsqu'on fait les comparaisons internationales, il y a des problèmes, puisque dans certains pays, les normes ne sont pas toujours respectées. Parfois même, pour certains pays, ces chiffres n'existent pas. Il y a certains pays pour lesquels ces taux ne sont pas calculés. Et pourtant, dans les comparaisons internationales, il y a ces comparaisons. Donc, il faut faire attention. Pour le cas du Maroc, le dispositif statistique à travers le HCP permet de calculer ça selon une norme qui a été fixée la première fois par la Banque mondiale et que le HCP reprend. On a un observatoire au niveau du HCP. Et il y a des enquêtes régulières. La dernière en date, c'est en 2014, qui, ces données-là, permettent de calculer à chaque fois les niveaux de pauvreté à différents. Maintenant, on est en train de dépasser cette pauvreté monétaire pour des pauvretés multidimensionnelles et on pourra y revenir si vous voulez. Alors justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Juste parce que bon, réduire l'extrême pauvreté, on est passé de 3,5, juste pour qu'on puisse comprendre par rapport au taux, de 3,5% en 1985 à pratiquement un niveau statistiquement insignifiant, presque nul, en 2014. Et la valeur cible qui a été fixée, je suis en train de lire, la valeur cible était de 1,8% à l'horizon 2015 sur les objectifs du millénaire. Donc, juste encore une fois, là, vous nous avez donné la définition, mais le seuil de pauvreté au Maroc, il est de combien? La pauvreté absolue. Oui. D'après le rapport, c'est insignifiant. Il y a quelques années. Il y a un montant. Ah oui, le montant. On est sur $1 par personne. Oui, c'était $1. Maintenant, c'est devenu $2. Maintenant, c'est un rapport, disons un rapport réel entre le panier, qui est jugé le strict minimum pour la survie. Oui. Pour la survie. Cela veut dire que ce monsieur ou cette femme ne remplit pas les conditions d'un dépassement de la carence protéino-calorique. D'accord. Ça veut dire qu'il est sans lendemain. Il dépense aujourd'hui et il ne pourrait pas envisager des dépenses de demain. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est un seuil vraiment très bas dans la hiérarchie sociale. Alors bien entendu, comme je viens de le dire il y a un instant, pour des pays comme le nôtre, c'est $2. Mais pour les pays industrialisés, c'est 19-20 $. Vous voyez, donc c'est relatif par rapport à la mondialité du seuil. Maintenant, on dit qu'il y a 2 milliards de pauvres dans le monde. Et ça varie. Dans les régions où il y a un tissu social qui tient debout, peut-être ça allège, si vous voulez, la précarité, la carence. Et dans les pays où il y a atomicité ou, disons, une structure sociale nucléaire, alors là, il n'y a pas ce qu'on appelle les effets compensatoires.
Dans les pays où il y a moins de politique publique, sociale, c'est encore dur à supporter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est relatif. Il y a pour les économistes un seuil qui tienne compte de l'environnement mondial et qui tienne compte de l'évolution du panier de consommation. On peut mettre dans ce panier quelques biens de consommation, disons, de bas gamme, et on peut dire qu'on dépasse le seuil de pauvreté. Vous voyez, donc c'est en rapport avec la conception du panier de consommation lui-même. Bon, c'est pour ça que c'est intéressant de faire parler les chiffres, parce que juste Alors, pour qu'on comprenne, si on dit que le taux de pauvreté est passé de statistiquement insignifiant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pauvres. On est bien d'accord. Si. Non, mais voilà. Mais bon, c'est vraiment le seuil. Est-ce que je pose une question qui peut vous choquer? Est-ce qu'on meurt de faim aujourd'hui au Maroc encore? Parce que dans ces objectifs-là, on parle bien de réduire l'extrême pauvreté et la faim. Vous parlez vraiment de pauvreté alimentaire, donc des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Non, la faim est mesurée par la proportion de la population n'atteignant pas le niveau minimal d'apport calorique. C'est que l'apport calorique mesuré par le taux niveau minimal calorique a été donc aux alentours de 4,6% en 1985 et de 0 à 0,1%. Revenons au niveau minimal calorique. L'OMS définit un minimum. Elle définit la moyenne mondiale entre 2000 et 3000 en moyenne, selon les modes de consommation alimentaire, selon les pays, parce qu'il y a quand même des pays qui ont des régimes alimentaires un petit peu spéciaux, comme la Chine, enfin, notamment l'Inde. Donc, elle définit ce qu'on peut appeler un minimum calorique. Alors, pour ce qui est, disons, une appréhension réelle, en dehors de la valeur monétaire, on peut calculer le minimum calorique. Alors maintenant, moi j'aimerais bien savoir quel est le minimum calorique admis par le Maroc pour dire qu'il y a de la faim. Je vous donne la réponse. Hanan disait qu'il y a un seuil. Si vous prenez les statistiques internationales, vous trouvez par l'OMS que c'est fixé entre 1800 et 2500 kilocalories par jour par personne. Pour le cas du Maroc, dans les dernières statistiques du HCP, c'est 1984 kilocalories par jour par personne qui a été adopté. C'est ça ce qui a été utilisé. Bon, et c'est sur cette base que l'on a calculé. Non pas, juste pour expliquer. En deçà de 2000. Oui, c'est en deçà de 2000. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait une table de nutrition qui a déterminé quels sont les produits à mettre dedans, puis ils ont été convertis étant donné un vecteur de prix pour définir le seuil de pauvreté alimentaire. Et ce que Ibn Sina disait tantôt, c'est que avec ce seuil de pauvreté alimentaire, on va regarder est-ce que les ménages, juste pour la composante alimentaire de leurs dépenses, est-ce qu'ils dépassent ou pas ce seuil? Maintenant, globalement, les chiffres du ACP nous disent qu'il n'y a pas de pauvreté alimentaire. Et donc, pour répondre de façon grossière à votre question, non, on ne mourrait pas de faim au Maroc. On est à 0,1% en 2014. Les données nous disent. Voilà. En gros, le taux de pauvreté alimentaire, c'est 0,1% en 2014. C'est-à-dire que les dépenses alimentaires des ménages dépassent le seuil qui donne 1984 kilocalories par jour par personne. C'est ça la réponse. Ça, c'est pour la pauvreté. En plus, le Haut Commissariat au Plan mesure le seuil absolu, conformément aux normes de la FAO, OMS, la composante alimentaire et à la méthode d'estimation par la Banque mondiale de la composante non alimentaire. Il y a deux composantes alimentaires non alimentaires. En 2014, le seuil de pauvreté absolue, seuil élevé, s'établit par personne et par an à 4 385 dirhams en milieu urbain. Annuellement. Oui. En milieu urbain. Et 4 266 dirhams en milieu rural. Si elle vaut en moyenne $2,5 par été d'achat par jour et par personne. Alors ça c'est une précision. Très bien. Donc là, on a parlé de la pauvreté et de la faim parce qu'il y a plusieurs objectifs. On va passer rapidement pour savoir quels sont ceux qui ont été atteints, mais atteint, est-ce que ça veut dire qu'il ne reste plus rien à faire? J'ai notamment un tweet de Yamina qui nous dit les objectifs du millénaire les plus importants concernent principalement la santé et l'éducation de base, on va y arriver. Or, sur le terrain, même si ces objectifs ont été pratiquement atteints, il reste beaucoup à faire. Voilà, ça, je vous ferai réagir par rapport à ça. Non, mais c'est important aussi de voir si ces objectifs sont un jalon ou sont un indicateur et à partir de quel moment il faut peut-être doubler, tripler ces objectifs à un certain moment. On fait une petite pause, on revient juste après.
Deuxième partie de 60 minutes pour comprendre. Si vous venez de nous rejoindre, nous essayons de comprendre justement les chiffres du rapport du HCP par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement et les ODD, les objectifs de développement durable. Alors on a parlé de l'extrême pauvreté. J'aimerais juste qu'on passe très rapidement parce qu'après le thermomètre est extrêmement important et la réaction du Maroc par rapport au classement que nous avons suite à la publication du rapport du PNUD en 2015, on est à 126e. On est 126e et c'est vrai que c'est beaucoup de gens aussi qui se posent la question, mais comment ça se fait qu'on soit 126e? On va essayer de l'expliquer. Mais alors, on a parlé de l'extrême pauvreté, l'éducation. Juste très rapidement par rapport. Oui, très rapidement. Je vous vois. Voilà, justement, je vous vois remuer la tête, professeur. Où est-ce qu'on était? Enfin, où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on en est? Ça, on sait un peu, mais aujourd'hui, par rapport aux objectifs qui ont été fixés, on parle d'assurer l'éducation primaire pour tous. C'est un des objectifs. On parle d'éducation primaire, l'accès au primaire. Oui. Pour l'éducation, l'enseignement primaire est pratiquement généralisé. Donc on est passé de quasi généralisé parce qu'on est passé de 52,4% en 1990 à 99% en 2014. Donc c'est presque généralisé. L'alphabétisation de la population âgée de 15 ans, 24 ans. Mais ça ne prend pas en considération l'abandon scolaire. On a juste accès. Est en voie de l'être. Donc en voie de l'être, avec toute une amélioration plus significative parmi les filles que les garçons. Le taux d'alphabétisation pour la tranche d'âge 10 ans et plus et aura aussi de la cible fixée par les objectifs de millénaire pour le développement. Donc c'est proche, 68%, par rapport à 80%, il y a une certaine voilà. Il s'agit bien entendu d'une nuancer tout ça, tous ces chiffres. Non, mais justement, c'est pour ça que je donne la parole à Noussina, pour qu'ensuite on puisse comprendre ces chiffres. Il est clair que l'accès, comme dit Noussina, d'accord, à la limite, tous les enfants de 6-7 ans trouvent une place à l'école pour s'inscrire. La question qui suit, je crois que c'est le ministre de l'Éducation qui disait dans une des déclarations que 72% de nos enfants ne savaient pas lire et écrire après 6 ans de classe. Donc c'est une première constatation. Ensuite, Hanan va le dire peut-être plus, c'est que l'abandon scolaire, puisqu'il ne suffit pas d'inscrire quelqu'un pour être sûr qu'il va effectivement aboutir. Et puis les taux de déperdition scolaire au collégial sont énormes. Peut-être au niveau primaire, c'est encore gérable, mais au niveau collégial, au niveau du collège et donc du lycée, c'est faible. Ceci témoigne de la faiblesse du rendement du système scolaire marocain au niveau interne et externe. Et en plus de ça, donc, il y a la qualité, il n'y a pas que l'accès. D'où la fixation de nouvelles cibles pour l'éducation au lieu de se focaliser juste sur ce qu'on appelle généralisation, le concept de base de la généralisation. Je crois que, comme ça a été dit, durant les 6 premières années du primaire, il y a le taux de généralisation brut. Mais il y a également le net. C'est qu'entre l'entrée dans le cycle du primaire et la sortie, il y a des abandons pour des raisons diverses. Et il y a également la qualité de l'enseignement au niveau du primaire. Il y a un problème, pas seulement au niveau de l'investissement matériel. L'État a déployé un effort gigantesque depuis les années 60 pour pouvoir arriver à l'objectif de généralisation. Mais le fond du problème réside dans l'opération pédagogique. J'y arrive. Non, mais justement, c'est pour expliquer pourquoi, à la sortie du primaire, on reste encore relativement ça c'est un débat sur la scolarisation. Là, je voudrais juste rester en surface sur les objectifs, parce qu'après, ça, c'est un débat tout autre et qui demande beaucoup d'éclaircissements à ce niveau-là. La question qu'on voudrait comprendre, c'est dans quelle mesure l'atteinte d'objectifs qui, lorsqu'on ne va pas derrière, justement, dans le fond du problème, pilote finalement soit une stratégie, soit on va dire un satisfecit qu'on peut afficher parce qu'on a atteint des objectifs. Bon, ça on a donné juste par rapport à l'accès au primaire. Il y a ensuite la parité. Ça fait partie des objectifs aussi. Je précise pour l'objectif 2, c'est que le rapport national sur les objectifs du millénaire pour le bilan 2015 et tous les rapports nationaux s'intéressent et utilisent le taux net de scolarisation. Ce n'est pas le taux brut de scolarisation. Donc c'est le taux net de scolarisation dans la tranche d'âge 6-11 ans.
Et ça, c'est une évolution très nette entre 52,4%, 99% en 2014. Donc pour la parité, le troisième objectif, c'est-à-dire la parité, à tous les niveaux d'enseignement, on calcule le rapport filles-garçons dans les niveaux d'enseignement. Il y a le niveau primaire, secondaire collégial et le supérieur. Donc la parité entre les sexes est pratiquement atteinte, et même dans l'enseignement supérieur, elle dépasse. Mais l'objectif de l'OMD n'est pas la parité dans l'enseignement, c'est la parité au sens large. Juste pour dans l'activité économique. Oui, c'est ça, dans l'activité économique. Non, pas au niveau éducation seulement. Oui. C'est dans l'activité. Parce que là, on n'est pas bon, là, encore. Il y a pas mal de cibles pour l'activité, il y a pas mal de... en gros, la parité entre les sexes est pratiquement atteinte, mais certaines cibles qui restent à renforcer, surtout la représentativité de la femme parmi les milices, il y a seulement, il y a l'activité économique aussi, on voit bien qu'il y a une tendance à la baisse entre 2000 et 2014, on est à 25%. Le taux d'activité de de sexe masculin, il est 3 fois plus que le taux d'activité de sexe féminin. Ça, c'est une inégalité en matière d'emploi. Et il y a d'autres, si on analyse les catégories socio-professionnelles et les salariés. Donc, ça c'est. Je vais faire un classement très rapidement. Ça c'est pas atteint. Je peux donner un indicateur monétaire. Bien. Allez-y. Si nous prenons le revenu disponible par habitant, si je me réfère maintenant au rapport du PNUD, il est de 6 700 et quelques dollars par personne. Disons 6 721 dollars par habitant. Par an. Alors, par habitant. Okay. Alors, pour la femme, pardon, pour la femme, il est de 3 222 et quelques dollars annuellement. Alors que pour l'homme, il est pratiquement de 10 500 et quelques dollars. 10 500. Donc vous voyez un petit peu l'éventail. Et quand je compare par exemple ce revenu par rapport à la région du monde arabe, l'approche gendre au niveau du revenu est encore inférieure. En ce qui concerne la participation à la formation du produit intérieur brut, il faut noter qu'il y avait quand même une évolution. Autant que je me rappelle, durant les années 80, la part était de 10%, puis elle a évolué à 12, 13, maintenant elle dépasse, je crois, 1/5 ou plus de ce que je peux appeler le disque PIB, le produit intérieur brut marchand, au prix du marché. Donc il y a une évolution. Au niveau maintenant du capital, la détention du capital, durant les années 80, autant que je me rappelle, c'était 1%. Maintenant, il y a une évolution positive. Et cette évolution est pratiquement similaire à ce qui se passe dans l'ensemble des économies émergentes ou des économies intermédiaires. D'accord. Donc c'est quoi? Bonne voie? Je vais vous demander des notes. L'écart est grand. Oui. C'est l'Arbihanan donné un chiffre, celui de l'activité est éloquent. Le taux d'activité au Maroc, d'ailleurs comparé même à des pays à développement similaire dans les pays arabes, on est parmi les plus faibles. Il est inférieur à 25. On n'a jamais dépassé les 27% historiquement. Donc le taux d'activité, c'est un indicateur de la participation de la femme dans la sphère économique, l'autonomisation, le pouvoir décisionnel. Et ça, on est loin de la cible, c'est clair. On doit le reconnaître, puisqu'en reconnaissant nos déficits, on va pouvoir les attaquer dans le futur et fixer de nouvelles cibles. Et puis on doit être courageux pour aller les atteindre. Alors, pour qu'on puisse parler de discrimination positive, on peut atteindre une parité dans certaines... on a bien vu après les élections régionales et communales qu'on en était loin. Il y a quand même une petite remarque technique, c'est que disons, si on peut parler d'un coefficient de Gini, en quelque sorte, entre l'homme et la femme, c'est le résultat des décennies antérieures d'accès à l'éducation et à l'apprentissage. Maintenant, avec la montée, nous approchons maintenant de la parité au niveau du supérieur, c'est déjà dépassé. Au niveau du secondaire, on s'approche. Mais peut-être dans une décennie, je crois qu'il y aurait des corrections à faire à ce coefficient de Gini actuel, c'est-à-dire que la différence entre le revenu disponible par habitant
entre la femme et l'homme pourrait se rétrécir. C'est-à-dire que l'écart pourrait se rétrécir. On ne peut pas imposer en quelque sorte, parce qu'en fait le revenu dépend de l'activité. Plus on a accès à l'éducation, plus on a accès à un salaire, disons, confortable, décent. Voilà. Donc il faut attendre quelques décennies pour que les cas se réduisent. Et c'est une loi qu'on a constatée d'ailleurs dans les économies industrialisées entre les années 1900 et la fin des années... Alors, on parlera bien sûr années 2000. d'indicateurs comme l'espérance de vie, la mortalité des enfants, la santé maternelle. On donnera juste les chiffres. Ensuite, on pourra parler du classement du Maroc édité par le PNUD. On regarde un sujet de Manal Erdari. Le développement humain, l'un des principaux facteurs de développement des sociétés. Au Maroc, la notion a revêtu une grande importance après le lancement de l'INDH en mai 2005. L'initiative nationale pour le développement humain s'est tracée des objectifs spécifiques. Lutter contre l'exclusion sociale en milieu urbain, améliorer la qualité de vie de la population rurale et lutter contre la précarité. Dans son discours prononcé à l'occasion du 15e anniversaire de la Fête du Trône en 2014, le roi Mohamed VI a appelé à la réalisation d'une étude pour mesurer la valeur globale du Maroc entre 1999 et 2013. Le capital immatériel est ainsi mis sous les projecteurs. Il englobe plusieurs catégories d'actifs, parmi elles le capital humain. Dans le rapport 2015 du Programme des Nations Unies pour le développement, le Maroc se classe 126e sur les 176 pays étudiés, à égalité avec la Namibie. Il gagne ainsi 3 places par rapport à 2014. Grâce à la stabilité politique du pays et l'avancée en matière de santé publique, les Marocains sont globalement en sécurité, mais quelques points négatifs sont soulevés. D'abord, la durée moyenne de scolarisation, elle atteint 4,4 ans, alors qu'elle tourne autour de 12 ans dans les pays au développement humain très élevé. Des efforts restent à fournir également au niveau de l'égalité et de l'emploi. Bien, alors on va parler bien sûr de l'indice de développement humain et de ce classement que l'on a. Je vais juste finir sur des chiffres que je vais donner, juste pour la mortalité des enfants. Elle a baissé entre 87 et 2015. On est passé de 76 pour 1000 à 27,6 pour 1000, donc c'est-à-dire qu'en gros qui a été divisé par 3, donc c'est en bonne évolution. La mortalité juvénile de 20 à 1,7 pour 1000, donc quasiment divisé par 20 à ce niveau-là. Et la santé maternelle, taux de mortalité maternelle qui a baissé de 66%. Alors taux de mortalité maternelle, c'est les morts en couche, les décès en couche de femmes qui donnent naissance à leur enfant. Alors j'aimerais revenir sur le classement du Maroc, et je vais vous lire justement un tweet d'une tweetos. On est 126e, égalité avec la Namibie sur 188 pays. Alors ça, ce n'est pas le chiffre qui est donné par le HCP, c'est le chiffre qui est dans le classement du rapport du PNUD sur le développement humain, donc dans l'indice de développement humain. Et j'ai une question toute simple, enfin une réaction et une question. Fatima qui nous dit: le Maroc a bien mérité son classement de 126e sur 188, qui est pas glorieux en matière de développement humain, publié par le PNUD. En effet, il suffit juste de voir la situation affligeante de nos systèmes éducatifs, dont on a parlé, malgré les réformes entreprises. Mais ce que n'arrive pas à comprendre cette téléspectatrice, c'est comment certains pays en guerre peuvent être mieux classés que le Maroc dans l'indice de développement humain du PNUD. Alors ça va nous permettre de revenir sur comment, sur quelle base est calculé cet indice de développement humain. Très bien. Alors, l'indice de développement humain, d'abord, comment il est né? Pourquoi il est venu? Puisque avant 1990, les gens utilisaient juste le revenu national par habitant pour classer les pays. On a dit c'est une mesure qui était insuffisante. Donc il fallait enrichir. On a enrichi en ajoutant 2 dimensions, la santé et l'éducation. La santé à travers l'espérance de vie en bonne santé et l'éducation en bonne santé, et l'éducation à travers le nombre d'années pour les personnes ayant 25 ans et plus dans le système scolaire. On prend ces 3 grandeurs, ajustées techniquement, on ne va pas rentrer dans le détail, selon une certaine moyenne, et on fait sortir un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Chaque année, on le calcule. Alors, on ne va pas aller dans le détail, mais globalement, les pays renseignent ces grandeurs et les envoient au bureau de statistique du PNUD à New York, et que là-bas, les experts du PNUD calculent cet indicateur sur la base de l'information qui est produite dans les pays à la base. Simplement pour répondre à la question de la téléspectatrice, c'est que certains pays n'ont pas un bon système statistique.
Certains pays peuvent même manipuler des chiffres. J'ai été dans plusieurs pays arabes, dans plusieurs pays africains. C'est basé sur la bonne foi Sur la bonne foi. Alors, cette bonne foi est parfois absente. Parfois, on veut rendre, c'est pas moi, des chiffres plus vrais que réalité. Et on envoie aux instances internationales des chiffres qui sont faux. Et effectivement, on se retrouve que certains pays, comme la Libye, se retrouvent mieux que le Maroc dans l'indice de développement humain, où on trouve certains pays effectivement en guerre qui sont meilleurs. Il ne s'agit pas pour nous de dire qu'on doit changer ça pour l'embellir, non. Nous prenons la réalité, on essaye de l'améliorer. Donc, pour répondre à la question, c'est basé essentiellement sur les chiffres produits par les pays eux-mêmes et qui sont concoctés, reproduits au niveau des Nations Unies à travers un indicateur synthétique qui est l'IDH. Alors, il y avait déjà eu des réactions du gouvernement marocain par rapport au classement. Historiquement, voilà, en 2010, voilà, on avait remis en question, le ministère des Affaires étrangères avait même qualifié de manque de rigueur et de professionnalisme le programme. C'est-à-dire qu'en gros, ça prenait en considération ce que vous venez de nous dire pour expliquer un tel classement. Je crois que... Vous êtes en train de nous dire, on pêche par notre bonne foi? Nous avons au moins un système statistique qui est bon et plus ou moins fiable. D'ailleurs, si on prend le continent africain, ce sont les pays du Maghreb, l'Égypte et certains d'autres pays de l'Afrique du Sud ou subsaharienne qui ont depuis longtemps un appareil statistique fiable. Et le Maroc était l'un des premiers pays à adhérer au niveau, disons, au système normalisé de la comptabilité, tel qu'il est édité par la Commission économique et sociale des Nations Unies. Il se trouve que dans certains pays, les statistiques peuvent être parcellaires. Mais c'est aux statisticiens onusiens de trouver les moyens de corriger. Et je crois qu'ils trouvent les moyens de corriger, soit par des tendances, soit par des tendances biaisées, etc. On ne va pas entrer dans les techniques. Toujours est-il. Dans n'importe quelle étude statistique, on a des redressements. Un redressement, voilà. C'est connu. D'ailleurs, eux, peut-être, certainement, ils redressent par des approches indirectes. Oui. Maintenant, pour ce qui est de l'indice lui-même, c'est qu'il tient compte de trois, comme vient de le dire mon collègue, de trois composantes essentielles. C'est un progrès par rapport à l'ancienne appréciation mondiale, à travers le revenu national, le PIB par habitant, puis le revenu national, etc. Pourquoi? Parce qu'on introduit deux indices synthétiques qui sont très importants. L'indice espérance de vie, qui est un indice qui résulte de l'accès à l'hygiène, à la santé, à l'éducation de la santé, au logement, l'accès à l'eau, et l'accès, disons, à des anti-maladies épidémiques, à des anti-épidémies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire, les gens se prémunissent contre l'épidémiologie. Et le deuxième indice, c'est celui de l'accès au savoir et à la connaissance, c'est-à-dire à une partie, à ce qui est au cœur de l'immatériel. Voilà. Cet indice prend deux indicateurs. Le temps passé à l'école pour les gens au-delà de 25 ans et l'espérance pour un enfant de rester à l'école. Par exemple, pour le Maroc, c'est 11 ans. Voilà. Et on conjugue ces deux pour avoir l'indice d'accès au savoir. Troisième indice, c'est l'indice du revenu national disponible par habitant. C'est un indice qui est déflaté, puisqu'on extrait les impôts liés à la production, les droits et taxes, etc. Et on garde un petit peu, si vous voulez, le coût des facteurs qui contribuent à la réalisation du revenu national. Pour l'instant, c'est pas mal. Mais, toujours est-il un mais. C'est l'indice... J'ai l'impression de revenir à l'école dès que j'ai des professeurs je m'en excuse. Ah non, mais ça me va très bien. C'est que, en fait... même avec la correction faite à travers le pouvoir, ce qu'on appelle la parité pouvoir d'achat, qui retient un panier mondial standardisé des biens et services, même avec ça, il y a toujours un biais. Mais je laisse de ce côté, c'est un biais technique. Le mais, c'est quand on considère que les trois indices peuvent l'un se substituer à l'autre. C'est alors, comment font les organisations internationales? Quand elles ne trouvent pas une continuité statistique concernant un indice, elles considèrent que le deuxième et le troisième indice sont homogènes. Et donc, ils font substituer l'un à l'autre.
Ça a été fait également dans l'appréciation du capital immatériel par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, comme les autres organismes onusiens, considère que l'homogénéité de ces indices fait que s'il y a un biais, on peut le compenser par l'autre. Et donc, on anticipe, ou soit on ajuste la tendance. S'il y a par exemple entre l'année 2010 et 2012 une carence statistique concernant l'hygiène, la santé, etc. Alors ils essaient de compenser c'est des modèles. Voilà. Donc ils modélisent et ils corrigent les biais. Alors, est-ce que... Oui, surtout la HCP, vous préconisez d'autres méthodes de calcul, parce que c'est important de souligner ça, et quelles sont-ils? Selon la réunion qui a été organisée avec Alison Kennedy, chef de statistique au bureau de rapport mondial sur le développement humain au PNUD, les responsables du ACP n'ont pas hésité à souligner certaines limites sur l'indicateur développement humain. Et les limites de l'approche de PNUD vis-à-vis du classement des pays. Nous sommes maintenant à 178, je pense, et le Maroc il est classé 126e, à évaluer, et l'Inde 130e. À évaluer le développement humain selon une approche qui est justement partielle. C'est pas, et même l'indicateur il est statique, donc il y a une certaine limite sur le statique. En plus de ça, les différentes, la richesse, la santé, l'éducation ont la même pondération, c'est-à-dire un tiers. On calcule l'indicateur de l'éducation, on calcule l'indicateur de l'expansion vie, on calcule l'indicateur de la richesse qui est le PIB par habitant. Le Maroc était désavantagé par rapport aux autres pays, donc en matière de richesse, parce que c'est pas un pays pétrolier, mais c'est un pays qui se focalise principalement sur le secteur primaire. L'indice aussi calculé reflète un peu l'état des lieux et ne permet pas de saisir la dynamique des progrès. C'est-à-dire qu'en gros, on ne prend pas en considération toutes les politiques, les stratégies, les visions qui sont mises en place. Les politiques, Non mais c'est important que ça soit... Comment on peut mais il faut qu'on se mette d'accord. Insuffler ça dans un classement. Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Un indice, c'est un état des lieux. C'est un état des lieux. Et cet indice, quoi qu'on dise, il est, disons, meilleur aux autres que nous avons connus auparavant, qui se base principalement sur la création de richesses. Et je peux vous démontrer que le PIB par habitant, en même temps, est créé quand on crée des richesses, et il peut être créé quand on détruit les richesses. Vous planifiez des routes accidentogènes, vous aurez des dépenses de réparation des voitures qui accroissent le PIB. Vous polluez la nature, vous aurez des industries dépolluantes qui accroissent l'investissement et donc le PIB. Donc, bon. Maintenant, il y a des réflexions. Il y a le comité, il y avait une réunion à Rabat, je crois, en 2012, et les responsables du PNUD étaient sensibilisés à certaines défaillances de l'indice. Il y a la directrice du PNUD, dans son introduction à rapport 2014, dans son dernier paragraphe, elle dit « Nous avons rédigé ce rapport et nous sommes sûrs qu'il va susciter des discussions ». Et ce qui est positif. Maintenant, il y a également le comité de Paris, qui est coordonné par l'économiste Stiglitz, qui est en train d'apporter également une réflexion. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques instants, au fur et à mesure qu'on balise, on trouverait peut-être d'autres objectifs et on introduit, disons, un intérêt, un indice, soit de moyens, soit de résultats. Alors, je vous pose la question, à chaque fois qu'on a un thermomètre, que ce soit quand on essaie de mesurer le chômage, quand on essaie de... Les indices quelconques, finalement, il faut que ça serve à quelque chose. Lorsqu'on a un thermomètre, il faut que le médecin il se dise, justement, on a le niveau de la fièvre, qu'est-ce qu'on... Non mais alors c'est relatif, mais aujourd'hui cet indice, au-delà des objectifs qui sont formulés, qu'on a bien vu ce soir, cet indice-là, qu'est-ce que, finalement, lorsque le gouvernement remet en question cet indice-là, lorsque le HCP propose d'autres alternatives de calcul,
Quel est l'impact finalement qu'on soit 126e sur cet indice-là? Est-ce que ça a un même impact qu'on peut avoir par rapport à d'autres classements sur le niveau de sûreté du pays, sur le classement économique du pays? Est-ce que ça a un impact certain sur les organisations internationales, sur les investissements, D'abord, heureusement ou malheureusement, il est regardé de l'extérieur. Lorsque vous rentrez au Maroc pour aller voir n'importe quelle encyclopédie, vous allez voir niveau d'IDH, la valeur, et puis le classement. Donc, il est regardé, et puis les gens l'utilisent, même avec toutes ses limites, et on peut en dresser toute une liste. Malheureusement, il est toujours utilisé jusqu'à nouvel ordre. Il est peut-être complété par d'autres indices, mais ils sont malheureusement moins bien connus, et donc ils ne prennent pas en considération les évolutions qui sont faites pour certains pays. Donc oui, il est utile. Pour les pays eux-mêmes, ils ne l'aiment pas, mais ils le regardent, puisqu'il traduit l'impact de certaines politiques économiques. Par exemple, lorsqu'on est content de notre espérance de vie, on est beaucoup mieux que la plupart des pays avec lesquels on est classé. Attendez, on est 75. Je cherche le chiffre. On est 75. Alors, mais l'évolution en particulier. Alors l'évolution aussi, il est très 47, de 47, le jour de l'indépendance. Je vais donner un chiffre aux téléspectateurs, ils vont l'apprécier. Chaque année, nous gagnons un mois. Chaque année, nous gagnons Depuis un combien mois. de temps Depuis 1960 jusqu'à maintenant. Chaque année, en gros, nous gagnons un mois d'espérance de vie. Évidemment, ça va plafonner à un certain moment, ça ne va pas rester, puisque c'est pas malheureusement. On est passé de 47 ans en 1960. 47 ans. Oui, il y a des pays qui l'ont maintenant. À 75 ans. 75 ans. En 2010. Presque 75. Donc, certaines dimensions. Évidemment, pour le PIB, malgré les corrections en parité de pouvoir d'achat, on est un pays globalement pauvre en termes de ressources. On ne peut pas corriger ça. Pour l'éducation, nous traînons un fardeau énorme d'analphabétisation. Et c'est ça ce qui nous bloque pour cet indice. C'est ça ce qui fait que, même si on attend 10-15 ans, c'est un indicateur qui n'évolue pas beaucoup. Et donc notre classement ne va pas changer, malheureusement, rapidement. À chaque fois que pour d'autres pays, il suffit, Céline le disait tout à l'heure, que le prix du pétrole augmente, que d'autres pays qui ont été rétrogradés repassent devant. Et ceci veut dire que cet indicateur, il a des limites, mais il est le plus utilisé et le plus regardé malgré ses limites. Si on imagine que cet indicateur était élaboré en 1974, nous avons connu une flambée, 4 fois le prix de phosphate a été multiplié par 4. Peut-être nous aurions enregistré, peut-être entre guillemets, un satisfecit. Donc vous voyez, il y a les conjonctures, et il y a les structures. Maintenant, quand on parle du XXIe siècle, l'investissement qui rapportera, c'est l'investissement en éducation et en savoir. Nous traînons malheureusement cette part au niveau du système éducatif marocain. C'est ce qui fait que quand on pondère l'indice, même si nous admettons que nous connaissions une flambée du PIB à 10%, ça ne veut pas dire que notre indice, nous allons sauter 3 ou 4 ou 6 places. Pourquoi? Parce qu'il y a cette pesanteur disons, de l'attractivité du territoire, entre guillemets, du territoire cognitif, du territoire scientifique, du territoire en termes d'éducation et de qualité de l'éducation. C'est ça. Les investissements se dirigent actuellement où? Là où il y a un niveau d'éducation et de qualification de la main-d'œuvre élevé. Demain, j'imaginerai dans 2 décennies ou 3 décennies que rien n'empêchera Microsoft d'aller s'installer en Inde, entièrement en Inde, ou en Chine. Je voudrais ajouter juste un chiffre. Même si un pays réalise des avancées, comme le cas du Maroc, pour l'IDH et pour le classement, il faut comparer à la vitesse avec laquelle les autres évoluent. Puisque si les autres vont à la même vitesse que vous, ou un peu plus, votre classement rétrograde, même si vous allez plus vite. Vous comprenez qu'en perception, nous, Marocains, et les téléspectateurs, les observateurs, se disent avec tous les chantiers qui ont été mis en œuvre, les visions, les stratégies depuis l'arrivée de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, on peut comprendre que les gens sont un peu frustrés en train de se dire, mais finalement... Les autres aussi courent. Non, mais les autres aussi courent. Il y a peut-être un détail technique concernant l'indice. Il faut que les téléspectateurs le comprennent. On prend la valeur telle qu'elle est constatée, c'est-à-dire constatée par les statistiques nationales. Exact. Et
l'indice est calculé au numérateur comme la valeur constatée moins la valeur minimale. Sur la valeur maximale moins la valeur minimale. Or, la valeur maximale augmente. C'est ça. Par exemple, il y a 5 ou 6 ans, le revenu par habitant le plus élevé était de 47 000 dollars. Or, actuellement, il dépasse 107 000 dollars. Bien, vous me Donc, quand ferez... les autres avancent, quand nous courons, il se trouve que parfois les autres sont déjà avancés. D'accord, merci professeur. En tout cas, merci de m'avoir ramené sur les bancs de l'université. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission pour nous permettre de mieux comprendre. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs auront mieux compris. Excellente soirée sur Médien TV. Ne ratez pas la rediffusion si vous nous avez pris en route comme d'habitude. Excellente soirée, à demain.